vais commencer par enfoncer un peu une porte ouverte en disant que l'enfant est mis au monde par ses parents. Mais il ne leur appartient pas. Du moins, tant que l'on considère qu'il est un don. Un don que l'on reçoit, que l'on fait fructifier, mais qu'on ne garde pas pour soi. Alors il est vrai que dès qu'on en vient à l'idée que l'enfant c'est si je veux, quand je veux, comme je veux, il devient un peu comme un bien de consommation que l'on s'approprie et ça bouleverse un peu l'ordre éducatif. Mais normalement, si l'enfant est le prolongement de ses parents, il leur est extérieur et s'en détache, s'en distingue, comme une plante un peu qui drageonne à côté de la plante mère, s'épanouit à côté d'elle et peu à peu prend la place. Par ailleurs, l'homme est avant tout un animal social. Son père et sa mère ne lui suffisent pas. Et il doit s'insérer dans la société, cette société qui elle-même a besoin de lui pour vivre et se perpétuer. Nous voyons donc une trilogie se mettre en place, tissée de 1000 liens que constituent les droits et les devoirs. Les parents ont des droits et des devoirs, les enfants ont des droits et des devoirs, la société a des droits et des devoirs. Mais ils ne sont pas tous au même niveau. Ils sont dictés par la nature, c'est-à-dire par un principe de réalité, qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Que les enfants grandissent harmonieusement, que la société est à la fois dynamique et apaisée, et que les parents finalement trouvent aussi leur compte. Ou pas. Et l'objet de ce colloque est de chercher à démêler quelle est la place de chacun. Car si chacun est à sa place, occupe toute sa place et rien que sa place, comme dans un puzzle, les éléments de la société s'emboîtent harmonieusement pour le bien commun. Alors, une très brève récapitulation historique. La primauté éducative des parents qui nous réunit aujourd'hui ne va pas de soi et n'a jamais été de soi. Elle a connu des heures et malheurs au cours du temps et de l'espace. Et pourtant, c'est un enjeu énorme à cause de ses répercussions sur l'état de la société. On a tendance à oublier que l'enfant, vu tantôt comme une charge, tantôt comme une promesse, avant d'être un enjeu que l'on s'arrache, a une identité propre, une destinée singulière, mais qui ne peuvent se développer seuls. Isabelle Grégor, sur le site hérodote.fr, établit dans une série d'articles toute une évolution dans le statut de l'enfant. Je passe très très vite. Au souffre-douleur, tout désigné de l'Antiquité, succède le salut par l'enfant avec la dévotion à l'enfant Jésus du Moyen-Âge. À l'époque moderne, 17e, 18e, l'enfant est éduqué et cajolé. Au 19e, ces petits princes si fragiles, objets de toute une littérature destinée aux enfants, la comtesse de Ségur, Jules Verne, sont bien souvent exploités et rejetés. Pensions atroces, travail des enfants illustrés par Cosette, Gavroche, Rémy, Tom Sawyer, Oliver Twist, le bon petit diable. Et la misère de très nombreux orphelins souligne en creux les bienfaits de la famille, et combien est cruelle son absence. Alors à partir de la deuxième moitié du XXe, c'est en fait l'avènement de l'enfant roi, que nous pourrions appeler aussi l'enfant proie, peut-être l'un à cause de l'autre. Et progressivement, l'enfant va être doté d'un statut. Il n'a jamais été aussi protégé aujourd'hui, mais en même temps aussi menacé. L'enfant, en fait, a tous les droits. Mais qui a droit sur lui? Il est bardé aujourd'hui d'un mélange de statut juridique et d'une permissivité ambiante qui lui donne presque tous les droits. Droit à la réussite scolaire, droit de choisir le menu à la cantine, droit de changer de sexe, droit d'avoir une vie sexuelle dès l'enfance. Tandis que les adultes ont fort peu de marge d'intervention. Interdiction de redoublement, des mauvaises notes, de plus en plus souvent, et l'actualité est là pour nous le rappeler, mise en danger du professeur qui ose contrarier l'élève, déchéance de l'autorité parentale ou même prison si on ne suit pas aveuglément et sans discussion la volonté de l'enfant qui se dit par exemple d'un autre sexe, interdiction de la fessée, possibilité pour l'enfant de dénoncer ses parents, etc. Et pourtant, il n'y a jamais eu chez les jeunes autant de mal-être, de dépression, de suicide. D'où la question, l'enfant a tous les droits, mais qui a droit sur lui? Et surtout, la vraie question qu'il faudrait se poser, quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant, plus que ses droits, et qui est le mieux à même d'y répondre? Alors, les divers textes juridiques nationaux et internationaux s'accordent à consacrer le droit de l'enfant à être aimé et élevé dans la mesure du possible par son père et sa mère. C'est en effet le premier besoin fondamental de l'enfant. Malheureusement, dans certains cas, à des degrés divers, les parents ne sont pas en mesure d'exercer tout ou partie de ce devoir, qui est aussi un droit. Absence de l'un ou des deux parents par décès, par rupture, incapacité psychologique, morale ou matérielle. Il revient alors à la société, représentée par l'État, de prendre le relais dans un esprit de subsidiarité, suppléer à ce que les parents ne peuvent faire, les aider à exercer leur rôle de parents et non se substituer à eux.
Et avant même l'État, des proches ont un rôle essentiel dans ce rôle de tiers qui permet à l'enfant de se situer par rapport aux autres en se détachant peu à peu de ses parents pour exister par lui-même. Les grands-parents, oncles et tantes, famille élargie. Et au-delà, les éducateurs qu'ils croiseront à l'école, dans les centres sportifs et de loisirs, à condition d'être choisis par les parents. Ils seront alors le prolongement de l'autorité de ces derniers et introduiront les enfants et les adolescents dans le champ plus large de la société. Alors les enfants ont avant tout besoin de leur famille. Bon, les textes de loi et conventions évoqués plus haut trouvent leur force, leur légitimité, leur pleine efficacité dans la mesure où ils correspondent à une réalité. Ils tirent leur force de leur adéquation au réel et non pas d'idéologie changeante et subjective. Tenant compte de la nature humaine et de ses lois, ils ont plus de chances de répondre aux besoins de l'enfant pour l'équilibre de la société. Alors on ne peut pas développer ici toute la supériorité de la famille, sauf exception, naturellement, les familles ne sont pas parfaites. Lorsqu'il s'agit de laisser grandir et s'épanouir un enfant, la douleur d'un orphelin est là pour en témoigner. Mais citons quelques petites choses, les enfants ont a priori naturellement confiance en leurs parents. Et ce climat encourage leur épanouissement serein. Les parents savent, mieux que quiconque, cultiver la biodiversité. Ils s'adaptent d'instinct aux tempéraments différents de chacun de leurs enfants. Ce que ne peut pas faire une collectivité qui traite de la même manière toute une classe d'âge qui doit rentrer dans un même moule. Et pour poursuivre la métaphore écologique, il en va des enfants comme d'une plante. Chaque plante a son biotope, son terreau qui lui convient, argileux, calcaire, sableux, et il pousse mal hors de son terreau naturel. Alors retirer l'enfant à l'influence et à l'autorité familiale, sauf cas bien défini des familles toxiques, revient à modifier son milieu naturel et à contrarier son développement harmonieux aussi sûrement qu'une mauvaise taille d'arbre fruitier. Alors tous les régimes totalitaires ont tenté d'arracher les enfants à l'influence de leurs parents. Et c'est bien ce qui est un petit peu dans l'air du temps, comme l'ont exprimé si clairement Vincent Peillon dans son ouvrage « La Révolution n'est pas terminée » et Christiane Taubira, alors garde des Sceaux. Vous vous rappelez, je cite, « Il faut arracher l'enfant au déterminisme familial, social, ethnique, intellectuel. » Mais pourtant, l'enfant appartient quand même aussi à la société, car il en est un enjeu essentiel. C'est ce qui faisait dire à Evelyne Sulro et Michel Godet dans ce fameux rapport publié, dont ils ont fait même le titre du rapport, publié en 2010 et réédité depuis, car il ne se démode pas, « La famille, une affaire publique ». Le renouvellement des générations et donc la politique des naissances, de la famille, celle de l'instruction, engage directement l'avenir d'une nation. Non seulement sa cohésion sociale, par les justes liens entre les générations, l'accession à l'âge adulte d'individus épanouis et responsables, mais aussi son impact économique sur le monde du travail. La répartition sur le poids des retraites. Le professeur Jacques Bichot a très bien analysé la chose. Pourtant, dire que l'enfant appartient d'une certaine manière à la société ne veut pas dire qu'il appartient à l'État, sauf à confondre État et nation comme le font les pays totalitaires. L'État doit engager des moyens au service de la nation, pour que les enfants soient accueillis et élevés dans les meilleures conditions possibles pour la cohésion de la société et le bien commun. Mais l'enfant, s'il appartient un peu à la famille, un peu à la nation, il s'appartient surtout à lui-même, distinct de la société comme de ses parents. Vous savez, c'est la théorie des ensembles. Moi, je suis de la génération où on a commencé à enseigner les ensembles dans les petites classes en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'un élément, qu'est-ce qu'un ensemble? Vous savez, on faisait des ronds, et puis dans les grands ronds, il y avait des petits ronds. L'ensemble famille, bon, la mère et l'enfant appartiennent à l'ensemble famille, mais ils ne s'appartiennent pas mutuellement. Ils sont des éléments distincts dans l'ensemble famille. De même que le père est un élément distinct qui sépare symboliquement le tout petit de sa mère. Et de même, les autres tiers qui interviendront dans l'éducation de l'enfant joueront le rôle séparateur nécessaire pour préserver l'élément distinct et autonome qu'est l'enfant. C'est nécessaire contre la relation d'emprise. Vous connaissez tous entendu ou dit « lâche un peu ta mère, elle ne t'appartient pas » pour le tout petit qui est tout le temps cramponné à sa mère. « Lâche un peu ta mère, elle ne t'appartient pas ». Et l'enfant a plusieurs éducateurs, et c'est bien ainsi. Ce qui est important, c'est de bien distinguer les niveaux et que chacun soit à sa place. Les grands-parents disent parfois « nos enfants pensent que nous n'avons pas le droit d'intervenir parce que nous ne sommes pas les parents ». Mais c'est inexact. Le mode d'expression est différent, le registre d'intervention, les exigences ne sont pas les mêmes, mais les grands-parents ont un rôle à jouer auprès des petits-enfants qui n'est pas celui des parents, mais qui est aussi un rôle d'autorité et de transmission, à leur place. L'école est aussi dépositaire de la charge éducative et de l'autorité qui va avec. Alors il arrive que des parents soient très interventionnistes auprès des enseignants,
pensant protéger leur enfant. Mais si la mère peut dire « c'est mon enfant », le professeur peut tout aussi légitimement lui répondre « c'est mon élève ». Et les parents doivent respecter l'autorité du professeur à sa place, dans son domaine. Si l'on veut que les enfants respectent leurs professeurs, il faut déjà que les parents les respectent. Alors on objectera que les parents sont de plus en plus obligés de protester auprès de l'école ou du professeur lorsqu'il y a manifestement abus idéologique ou moral. Et c'est alors leur devoir le plus strict. Il en sera question plus loin dans la journée. C'est pourquoi il faut souhaiter l'avènement d'un système qui permette à chaque famille de choisir l'école pour chacun de ses enfants, pour qu'elle soit le prolongement de l'éducation qu'il donne, et que l'enfant ne se trouve pas en porte-à-faux. Il y aura ainsi moins de risques de confrontation entre plusieurs autorités, toutes aussi légitimes en théorie et complémentaires. Alors, il reste néanmoins le cas fréquent depuis 2 générations, et je voudrais attirer l'attention sur ce point, où les parents ne supportent pas de voir leur enfant subir la moindre frustration ou injustice. Et par leur réaction trop protectrice, ils l'empêchent de prendre la moindre distance avec une contrariété. Sauf qu'à répéter, qui confine au harcèlement, que le professeur commette sans le vouloir une fois une injustice, ou que des camarades soient méchants, entre guillemets, si cela reste dans des proportions normales et n'est pas répétitif, il est nécessaire, bien sûr, que les parents réconfortent leur enfant en lui expliquant qu'ils comprennent que c'est douloureux, mais leur dire que c'est la vie et qu'il en verra bien d'autres plus tard. À les surprotéger et à faire de tout un drame dont on exige réparation, on fabrique des adultes fragiles qui ne supportent plus rien, enfermés dans leur bulle victimaire. C'est un peu le syndrome de la princesse au petit pois, vous savez, ce conte d'Andersen qui a été finement décrit par Pascal Bruckner. Cette sorte d'inquiétude constante pour son bien-être physique et psychologique, jointe à une conviction aiguë d'être toujours victime de quelque chose ou de quelqu'un. « Je souffre, donc je suis », dit Pascal Bruckner. Si on a une contrariété, c'est forcément la faute de quelqu'un, mais ce n'est pas de ma faute. Et je suis persuadée que l'augmentation exponentielle du mal-être au travail, dont il est si souvent question, vient en partie seulement. Il y a d'autres causes. En partie de cela, c'est l'une des explications. Alors, parents, ne baissez pas les bras. Si les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, il faut qu'ils le soient vraiment. Cela ne sert à rien de revendiquer droits et prérogatives devant le professeur, le directeur d'école ou l'État si l'on baisse la tête à la maison ou si l'on est absent. Aimez vos enfants, c'est-à-dire tuterer, tailler, arroser, redresser, émonder, comme vous le feriez avec une plante pour qu'elle devienne vigoureuse et belle. Parlez-leur, écoutez-les, soyez les premiers à ouvrir leur cœur et leur intelligence au mystère de la vie, de l'amour, de la sexualité. Il faut savoir que, quel que soit le sujet, c'est le premier qui parle à un enfant qui imprime dans son âme. C'est très important d'être les premiers à parler des choses importantes. À vivre dans une véritable vie de famille, il fera l'apprentissage de la sociabilité, de sa juste place par rapport à l'autre. Et c'est sous le joug d'une juste autorité qu'il pourra apprendre à en exercer plus tard. Et surtout, c'est vous, parents, qui êtes ses premiers et plus importants éducateurs, pas le smartphone ou la tablette ou le jeu vidéo. Inutile de proclamer vos droits de parents si c'est pour les abandonner au web. On serait horrifié de ne pas attacher un enfant dans la voiture, mais on l'expose à des dangers bien plus grands en lui mettant un écran entre les mains. Et il faut savoir qu'il est infiniment plus difficile de négocier tous les jours une limitation du temps d'écran que de refuser une fois pour toutes d'en donner avant 18 ans. Et oui, je dis avant 18 ans, ça vous horrifie peut-être, mais c'est à 15 ans qu'on est le plus vulnérable. Bien sûr, l'enfant reviendra à la charge de temps en temps, mais s'il sent ses parents fermes, il insistera de moins en moins et ce ne sera plus un sujet. Quant au risque invoqué de se distinguer des autres, de ne pas être comme tout le monde, mais c'est plutôt un avantage. Comment voulez-vous développer une personnalité autonome et un esprit critique, ce qui fait tellement défaut aujourd'hui, si le fait de ne pas penser et faire comme tout le monde est vu comme une malédiction? Il en vaudra sans doute à votre enfant quelques quolibets qui lui formeront le caractère, mais certainement moins dangereux que le harcèlement si fréquent sur les réseaux sociaux. Sans parler du joug pornographique qui détruit définitivement l'individu dans ses relations aux autres. Alors, parents, vous voulez revendiquer vos droits de premiers éducateurs, mais alors soyez-le, éducateurs, élevez vos enfants dans la vérité et dans l'amour.